Chers amis, bonjour et bienvenue sur mon canal, la bibliothèque de Raphaël. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, grâce à ce petit livre sorti discrètement l'année dernière, qui a tué Félix Potin, c'est-à-dire l'empire de l'épicerie française créé par l'industriel Félix Potin au XIXe siècle. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal, de mettre un pouce vers le haut, de cliquer sur la cloche de notification et de regarder d'autres vidéos sur bien d'autres thèmes qui sortent de l'ordinaire et que vous trouverez sur ce même canal. Qui connaît encore le nom de Félix Potin aujourd'hui? À vrai dire, plus grand monde. Cet industriel de génie né à Arpajon en 1820, il y a donc 2 siècles, et dont l'empire s'est effondré en 1995, a pourtant toujours son nom taillé dans la pierre et pas seulement celui de sa pierre tombale. Si vous allez à Paris au 103 boulevard de Sébastopol et que vous levez la tête, vous y verrez, gravé sur la façade du bâtiment aux ornements de style Art Nouveau, F. Potin, unique vestige de la maison Potin, ouverte ici en 1912 et qui faisait travailler des centaines d'employés. Le prestigieux siège social se trouvait aussi à Paris, au 140 rue de Rennes. Il ouvrit ses portes en 1904. On peut y voir encore le nom de Félix Potin en haut de l'édifice, lui aussi de style Art Nouveau, sur la tourelle surmontée d'un clocheton. Le nom du célèbre industriel est inscrit en lettres dorées. Enfin, pour la province, de rares fantômes de ce qui furent jadis des épiceries subsistent encore, intacts, voués à la démolition et à l'oubli. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il reste du nom et de l'empire Félix Potin, précurseur, visionnaire et ancêtre du supermarché et de tout son système. Qui a tué Félix Potin est un court récit, bien écrit, qui remonte l'histoire jusqu'au Second Empire afin de raconter à ses lecteurs les débuts, les succès et la mort de l'un des plus grands industriels français du XIXe siècle. En 1924, alors à l'apogée de son succès, l'empire Félix Potin compte 10 usines et 5 chais, 600 concessionnaires, 70 succursales, 5000 clients épiciers, 650 chevaux, 80 automobiles, plusieurs centaines d'hectares, un vaste parc immobilier et fait travailler des milliers de personnes en France mais aussi à l'étranger. Faisons un bond en arrière dans le temps. De Christophe Colomb jusqu'au milieu du XIXe siècle, les épithètes concernant les épiciers ne manquent pas. Voleurs, escrocs, malhonnêtes, truqueurs, gonfleurs de prix, on peut aussi y ajouter l'expression « à la tête du client ». Il ne faut pas oublier que le commerce d'alors n'a pas de règles. Les prix sont aléatoires. On vend au gramme, au litre ou au kilo, les balances sont volontairement mal réglées, les épiceries sont sombres, étroites, enfumées, il n'y a ni grande marque, ni enseigne, ces concepts n'existent pas encore. En somme, chacun vend comme il veut et au prix qu'il veut. Le jeune Félix Potin, né dans une famille très modeste d'agriculteurs à Arpajon, petit bourg situé à environ une trentaine de kilomètres de Paris, monte à la capitale, alors très insalubre, en 1836 et travaille comme commis épicier. Félix Potin découvre toutes les magouilles pour escroquer les clients, ce qui ne le séduit pas. S'il voit pour lui dans l'épicerie un avenir, il s'imagine livrer exactement ce qui est facturé avec un bénéfice modeste dans le but de construire une relation de confiance avec les clients. Il a aussi l'idée, et c'est encore inédit pour l'époque, d'afficher les prix. Des prix fixes et raisonnables. Sa stratégie, fidéliser le client car plus rentable sur le long terme. Mais l'ambition de Félix Potin va plus loin. L'épicier qu'il imagine devrait être comptable, ingénieur, cuisinier, physicien, chimiste, c'est-à-dire capable de fabriquer, produire, distribuer, vendre ses propres produits et fidéliser le client. Pour cela, le contexte historique va jouer en sa faveur. Le pouvoir économique de la bourgeoisie émergente, le développement de l'industrialisation, l'explosion du commerce et du luxe avec l'ouverture des grands magasins, la volonté politique de Napoléon III de réformer le pays, les grands travaux du baron Haussmann qui modernisent considérablement Paris, la construction de chemins de fer à travers l'Europe et les grandes gares parisiennes, les frontières de la capitale qui s'élargissent avec une population qui triple entre 1844 et 1866, etc., etc. C'est en 1844 que Félix Potin, à force de sacrifices et d'économies, ouvre à Paris dans le 9e arrondissement sa première boutique dans une rue qui, aujourd'hui, n'existe plus. Entre-temps, il épouse Joséphine Mianet, une jeune couturière qui tient la caisse d'une main de fer, ce qui contribua aussi par la suite à son succès. Succès qui passe par les sacrifices, l'optimisme invétéré du couple Potin, ses stratégies novatrices, son refus de la malhonnêteté et de la corruption. Le couple pourtant ne s'enrichit pas tout de suite. Il vivote jusqu'en 1850, date à laquelle il rachète une boutique plus achalandée à côté de la gare Saint-Lazare, pas tout à fait construite. La boutique possède une arrière-cour. C'est là que Félix Potin installe un broyeur de cacao. Le chocolat est encore un luxe pour l'époque, mais l'épicier qui s'improvise chocolatier a l'idée de rendre plus accessible ce produit qui devient rapidement son produit phare. Félix Potin achète en 1861 un terrain de 4000 m² à la Villette située aux portes de Paris. Il y fait construire une usine et un bâtiment de 4 étages pour sa production industrielle de confiserie, de sucre, de biscuiterie anglaise et française, de pâtisserie et surtout de chocolat en plus de la charcuterie et des salaisons.
En 1881, son fils Paul Potain achète 2800 hectares de terrain en Tunisie pour y faire un vignoble. En 1894, l'usine de la Villette s'agrandit, faisant en tout plus de 5 hectares. Potain devient à la fin du 19e siècle un empire dont la fortune grossit d'année en année avec des produits phares, innovants et de qualité. C'est Potain qui, par exemple, développa en France le concept de la boîte de conserve afin de conserver les denrées mais aussi de limiter les risques sanitaires pour ses clients. Les deux autres éléments forts de l'Empire Potain sont la publicité et surtout le catalogue des produits qui permet à la marque de s'inviter chez le client dans une époque où la télévision et Internet n'existent pas. La maison Potain intègre aussi dans sa stratégie commerciale la vente par correspondance et la livraison gratuite à domicile. Voici maintenant quelques publicités d'époque de la marque Potain que je vous invite à découvrir. Comment un tel empire a-t-il pu disparaître? Félix Potain meurt le 17 juillet 1871 dans sa maison de campagne à Champigny, très probablement d'une crise cardiaque, il avait 51 ans. Ce sont sa veuve et son gendre Ansbert Labbé qui vont tenir les rênes de la maison et prendre la suite du fondateur. Tout fonctionne très bien malgré la mort de Madame Potain en 1890, puis de son gendre en 1920. En 1929, avec la crise de Wall Street, la situation se complique et le déclin commence pour la maison Potain. La famille confie la gestion à un mauvais administrateur dans les années 30. Cet administrateur était extérieur à la famille Potain, ce qui allait contre la volonté du fondateur Félix. Dans les années 50, les premiers centres commerciaux, concept né aux États-Unis, s'installent en France comme Leclerc en 1949, Carrefour en 1959 ou Auchan en 1961. Bref, la concurrence est féroce, sans compter que les héritiers Potain ne s'intéressent plus au développement de l'activité commerciale et deviennent mécènes dans le sport comme le hockey sur glace. L'entreprise est rachetée une première fois dans les années 60 par un entrepreneur grec qui fusionne les magasins Potain avec son groupe. Rachetée ensuite par un entrepreneur marocain et ensuite par un saoudien, ce qu'il reste de la maison Potain est mal géré en plus d'une absence de vision pour la marque. Les prix flambent et les dettes s'accumulent. Les 400 dernières épiceries Félix Potain baissent tout le rideau en décembre 1995, conduisant 1057 personnes au chômage. Une anecdote pour finir cette histoire. Pendant la guerre franco-prusse, alors que les Prussiens bloquaient Paris en 1871, Félix Potain n'augmenta jamais ses prix, ne profitant pas de la rareté des produits et de la famine qui s'installait. On dit qu'il acheta des morceaux de l'éléphant castor abattu d'une balle aux eaux du jardin des plantes parce que les gens mouraient de faim et que les chiens, les chats et même les rats se faisaient rares. Félix Potain distribua au même prix que le boucher cette viande huileuse, dure et paraît-il assez infecte. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt.